Thomas avait toujours pensé qu'il était une personne rationnelle. Il avait la conviction profonde qu'il prenait toujours ses décisions avec la logique la plus implacable, qu'il réfléchissait suffisamment avant d'agir, ou bien qu'il contrôlait à la perfection ses émotions, même dans les moments les plus intenses. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose que lui-même ne comprenait pas. Après 5 ans de relations stables, Thomas a quitté sa compagne pour une personne qu'il avait rencontrée il y a à peine 3 semaines. Depuis, une question lui tourne dans la tête. Pourquoi ai-je fait ça? Et plus il y pense, plus le mystère grandit. Thomas a toujours eu l'impression de tenir fermement le gouvernail de sa vie. Mais se pourrait-il que quelqu'un d'autre tienne parfois la barre sans qu'il le sache? Nous croyons que nous contrôlons notre vie de A à Z, tel un capitaine de bateau qui pilote son navire depuis le pont. Mais la situation n'est pas aussi simple. Ok, vous êtes sur le pont, vous avez les mains sur le gouvernail, vous observez de temps en temps l'horizon avec une longue vue. Tout semble sous contrôle. Mais dans la salle des machines, quelque part dans la coque du navire, quelqu'un d'autre active parfois les manettes et prend le contrôle de la navigation dans l'ombre. Cette personne invisible dans la salle des machines, c'est votre inconscient. Alors, comment pourrait-on définir simplement l'inconscient? Pour simplifier, on peut comparer l'inconscient à une sorte d'archive émotionnelle. En coulisses, il enregistre tous nos souvenirs émotionnels. Les humiliations, les peurs, les moments de joie, les blessures. Et parfois, il appuie sur un bouton et déclenche une réaction automatique, ce qui peut influencer certains de nos choix. Et évidemment, notre coquin de cerveau ne nous prévient jamais quand c'est la partie inconsciente qui prend les commandes du navire. Un vendredi soir, Thomas retrouve sa bande de potes dans un bar pour jouer au billard. La soirée commence bien, jusqu'à ce que ce qui devait être un moment de détente entre hommes se transforme en dispute violente, lorsque Cédric décide de faire le spectacle. Celui-ci ridiculise Thomas à coups de blagues moqueuses, de remarques humiliantes, accompagnées des rires du groupe. Thomas encaisse, mais à un moment, c'en est trop. Il explose, fou de rage. Il ne peut pas tolérer une telle humiliation. Les insultes fusent entre les deux amis. La soirée billard se termine brutalement et Thomas s'en va, furieux, sans dire au revoir. Une fois rentré chez lui, son cerveau, encore bouillant, prend une décision très simple. On va oublier ça. Ne pas réfléchir, ne pas analyser, ne pas laisser les émotions s'exprimer, rien. Juste mettre de côté et oublier. Sans le savoir, Thomas vient d'utiliser un mécanisme psychologique très courant qui s'appelle le refoulement. Ce mécanisme permet au cerveau de pousser certains souvenirs ou certaines émotions hors de la conscience, parce qu'ils sont trop inconfortables à vivre. On les met dans un tiroir, bien à l'abri, qu'on referme ensuite, comme si de rien n'était. Le problème avec ce tiroir mental, c'est qu'il n'a pas de serrure. Ce qu'il y a à l'intérieur existe toujours. Depuis cette soirée où il a rangé sa rancune envers son ami Cédric dans un coin obscur de son esprit, Thomas commence à remarquer quelque chose d'étrange. Il a l'impression de ne plus supporter la moindre critique, même celles émises sur le ton de la plaisanterie. La moindre remarque déclenche chez lui une réaction vive, comme si un système d'alarme se mettait soudainement à s'activer et à sonner bruyamment. Et cela provoque maintenant une certaine dégradation dans ses relations. Thomas est-il en train de perdre le contrôle sur ses émotions? Ou est-ce qu'il devient simplement trop susceptible? À ce niveau, son cerveau est en réalité en train d'essayer de digérer quelque chose, un traumatisme. Un traumatisme qui est apparu ce soir-là, avec Cédric. Ce soir-là où il fut blessé dans son amour-propre. Le traumatisme est une manifestation inconsciente qui naît la plupart du temps d'une humiliation vécue et qui a été refoulée psychologiquement. Sauf que,
quand une émotion forte est refoulée, elle ne disparaît pas. Elle est certes rangée dans le tiroir, mais elle reste toujours active en arrière-plan. C'est un peu comme installer un détecteur de fumée hypersensible dans votre esprit. À la moindre émanation, la sirène se déclenche. Autre mécanisme inconscient intéressant, les désirs inavoués. Nous avons tous des désirs que nous n'assumons pas totalement, parce qu'ils sont plus ou moins acceptables socialement. Par exemple, Thomas répète souvent qu'il déteste être au centre de l'attention. Cela ne l'empêche pas, quelques minutes plus tard, de raconter des histoires drôles et de se donner en spectacle lors d'un apéro le week-end chez des amis. Et il fait rire tout le monde. Il devient même parfois la vedette de la soirée. Un peu curieux, n'est-ce pas? C'est assez contradictoire, mais très fréquent chez chacun d'entre nous. Ici, l'inconscient use d'une stratégie élégante. Il dit une chose et il nous fait faire l'inverse. Autrement dit, il oppose ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il nous fait enfiler un déguisement devant les autres pour laisser exprimer en action nos désirs non assumés. Exemple, quelqu'un qui affirme ne pas aimer attirer l'attention peut en réalité désirer secrètement être reconnu. Alors, cette personne va se déguiser, de manière inconsciente, en usant de l'humour ou de la provocation gentillette, afin d'assouvir son besoin de reconnaissance tout en le gardant caché. Caché car non exprimé directement, mais bien présent à travers notre comportement, agissant tel un invité clandestin. On devient alors un peu comme un acteur de théâtre qui entre sur scène avec à chaque fois un costume différent. Ainsi, les spectateurs sont laissés dans le flou. Qui se cache vraiment derrière le costume? L'inconscient est un archiviste. Il enregistre et stocke tout un tas de souvenirs et d'émotions. La plupart n'appartiennent qu'à nous, à notre histoire personnelle. Certains sont là depuis notre enfance, d'autres sont plus récents, mais une partie non négligeable date de bien plus longtemps. D'une époque ancienne, très très ancienne. De l'époque où nos ancêtres vivaient dans la savane. C'est ce qu'on appelle le cerveau préhistorique, là où sont enfouies depuis des milliers d'années nos peurs les plus profondes et les plus archaïques. Une partie de notre cerveau fonctionne encore avec des réflexes préhistoriques, des réflexes qui permettaient notamment de maximiser notre survie. Parmi ces réflexes, on peut évoquer le besoin d'appartenir et d'être utile à un groupe, car être rejeté par la tribu signifiait se retrouver seul, sans protection, sans nourriture, sans sécurité, autrement dit, une excellente combinaison pour réduire son espérance de vie. Notre cerveau a donc développé une peur profonde, la peur d'être rejeté. Dans la savane à l'ère préhistorique, ça pouvait se comprendre. Mais dans le confort d'une société occidentale d'aujourd'hui, la situation est légèrement différente. Même si cette peur existe toujours, celle-ci s'exprime dans des situations moins dramatiques. Exemple avec Thomas. Et oui, encore lui. Thomas regarde un message qu'il a envoyé hier sur WhatsApp, sans réponse, avec seulement la mention « vu » laissée à la fin. Soudain, son cerveau préhistorique s'alarme. Quelque chose ne va pas, se dit intérieurement Thomas. Puis il sent une certaine angoisse monter, petit à petit. Thomas ne comprend sans doute pas qu'en ce moment, il est en train de réagir avec ses réflexes ancestraux. Que la réponse qui ne vient pas est interprétée par son cerveau comme équivalent à une menace de rejet, et donc à un signal de danger. Résultat, il panique, comme autrefois lorsqu'un lion surgissait depuis les hautes herbes pour s'attaquer à un chasseur isolé. Le problème avec notre cerveau ancestral, c'est qu'il n'a pas encore reçu toutes les mises à jour du XXIe siècle. Thomas affirme qu'il n'est pas du tout quelqu'un de stressé. Cependant, il se plaint d'avoir un sommeil perturbé. Il a cette fâcheuse habitude de serrer continuellement sa mâchoire quand il doit se concentrer pour travailler, et oublie régulièrement des rendez-vous. Vous l'aurez compris, Thomas ne montre pas du tout les signes de quelqu'un d'apaisé. Tout indique que quelque chose le travaille intérieurement. Mais pourtant, il continue de se persuader que tout va bien, que ses petits problèmes ne sont pas si importants. Mais heureusement, son inconscient, lui,
n'abandonne pas si facilement. Bien qu'il ne puisse pas parler directement, il trouve une autre route pour essayer d'alerter sur un dysfonctionnement. Il parle non pas avec des mots, mais avec des moyens détournés, ou plus précisément en utilisant des signaux indirects, comme par exemple un rêve étrange, un symptôme physique, un comportement inhabituel, une intuition forte, etc. L'inconscient parle beaucoup. Simplement, il utilise un langage très subtil. Maintenant que nous avons montré à travers quelques exemples comment l'inconscient agit et prend le contrôle à notre place, une question se pose. Peut-on connaître son inconscient ? Autrement dit, est-ce qu'il est possible d'identifier toutes nos manifestations inconscientes ? La bonne nouvelle, c'est que oui, nous pouvons comprendre nos mécanismes inconscients, mais pas complètement, pas en totalité. Pour mieux comprendre, il faut imaginer l'inconscient comme un océan. On peut explorer la surface et naviguer où bon nous semble. On peut même de temps en temps faire de la plongée sous-marine pour découvrir ce qui se cache dans les profondeurs, explorer quelques souvenirs, quelques émotions, mais il restera toujours une immensité inconnue, voire inaccessible de cet océan. Et c'est probablement mieux comme ça, parce que tout connaître de nos pensées rendrait n'importe qui complètement fou. Si toutes nos pensées inconscientes devenaient conscientes en permanence, le cerveau ne supporterait pas ça et deviendrait vite saturé. C'est la raison pour laquelle il laisse filtrer énormément d'informations, pour que notre esprit puisse avoir la vie facile. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il faut considérer l'inconscient comme notre ennemi ? Bien sûr que non. C'est vrai qu'il est tentant de voir l'inconscient comme une force chaotique, quelque chose qui nous pousse à agir de façon irrationnelle. Mais en réalité, il poursuit un objectif simple, nous protéger. Il nous évite des douleurs trop fortes, il maintient notre équilibre intérieur. Il agit parfois de manière maladroite, c'est vrai, mais il n'a rien de malveillant. Au contraire, on pourrait le considérer comme un assistant extrêmement loyal, un assistant invisible qui travaille discrètement pour nous, depuis son bureau obscur, avec un ordinateur très puissant mais qui fonctionne encore avec un logiciel vieux de 30 000 ans, et dont les mises à jour prennent simplement un peu de temps. On ne devient pas maître de son inconscient. Il n'est pas possible de le contrôler. Non, il est trop vaste pour ça. En revanche, on peut apprendre à écouter ses signaux, à essayer de repérer ses traces. Pour y aider, vous pouvez commencer par essayer de vous poser quelques questions simples. Par exemple, est-ce que certains conflits se répètent régulièrement dans ma vie ? Quel type de situation déclenche chez moi des réactions disproportionnées ? Est-ce que certains choix que j'ai pu faire dans le passé semblent, avec le recul, étranges ? En répondant factuellement à ces questions, vous pourrez commencer à apercevoir les premières traces laissées par votre inconscient, à détecter certaines anomalies qui apparaissent de temps en temps dans votre vie. Et c'est souvent là que commence la vraie exploration. Ces anomalies sont un peu comme des bribes de messages remontant des profondeurs de l'océan, pour venir se déposer à la surface de l'eau. En les observant, vous découvrirez peut-être que votre vie n'est pas seulement guidée par la logique, mais aussi par une force silencieuse. Une force qui agit dans l'ombre et qui, parfois, sans que vous vous en rendiez compte, monte sur le pont de votre navire et tient fermement la barre.